remercie d'être présent ce soir pour venir écouter le BNP Paribas sur tout ce qui est loi fiscale, Donc, je suis ravi que vous soyez là pour notre 19e réunion. Voilà. Donc Claude Lagadec et François Villa vont vous expliquer toutes les nouveautés fiscales 2012 et les projets, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu aussi, parce que les modifications 2013, parce qu'en ce moment les politiques sont en train de faire des exceptions aux lois qui nous ont fait précéder 3 mois avant. Et donc c'est très très chaud. Tout au long de l'année, comme d'habitude, on est là pour vous accompagner sur les évolutions et les évolutions adaptées à votre situation personnelle, parce que chacun est différent. À ce sujet, je vous demande d'essayer de garder vos questions personnelles et de les poser peut-être plus après, quand ils auront fini leur exposé. D'accord ? Comme d'habitude, on ira boire une coupe de champagne ensuite, et donc on pourra aussi poser vos questions personnelles à Claude et à François à ce moment-là. Donc, ravi de vous recevoir. On était en train de calculer tout à l'heure, ça faisait 10 ans qu'on était partenaires, plus de 10 ans qu'on était partenaires. Je n'ai pas vu le temps passer. Et voilà, le temps passe vite, et passe très très vite. Eh bien, je vous laisse faire votre présentation. Merci Nicolas. D'abord, je voudrais te remercier ainsi que toute ton équipe pour organiser cette petite réunion de présentation ce soir. Donc merci de nous accueillir dans tes locaux. Bien sûr, merci à vous d'être présents ce soir pour parler un peu de fiscalité. Effectivement, c'est un sujet que l'on va aborder, on va dire, allez, on se donne 1 heure, 1 heure et quart en fonction des besoins. Quand on arrive à cette période de l'année, on parle de fiscalité cette année en tout cas pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un petit peu la tradition. En début d'année, on fait un bilan de ce qui a été voté et on essaie de dresser des perspectives pour l'année à venir. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est parce que cette année, c'est un petit peu particulier, puisque effectivement, il y a une loi de finances qui a été adoptée dans les tout derniers jours de décembre 2012. Et vous allez voir, je ne vais pas vous surprendre malheureusement, c'est une loi qui apporte des modifications assez importantes, assez sérieuses en matière de fiscalité patrimoniale. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire très rapidement une brève introduction sur 4 points principaux. Le premier point, c'est un point plutôt financier économique. Le contexte financier économique de la France, et là je parle sous ton contrôle, Nicolas, mais tout le monde le sait, n'est pas brillant, puisque la France ainsi que l'Europe sont en quasi-récession économique. L'objectif, toutefois, qui a été fixé par le gouvernement, c'était d'atteindre fin 2013 les critères de Maastricht, c'est-à-dire avoir un déficit public égal ou inférieur à 3% du PIB. On sait que ça va être très difficile, voire impossible, puisque pas plus tard qu'hier, la Cour des comptes a rendu un rapport dans lequel elle dit que c'est un objectif purement inatteignable. Deuxième élément, la loi de finances, on va vous décrire, a été basée sur des perspectives de croissance économique de 0,8%. Or, là encore, bon nombre d'économistes, y compris la Cour des comptes, nous disent que c'est un objectif qu'on n'aura pas à tenir. Juste pour illustrer mon propos, il faut savoir que 10 points de base de croissance en moins, ça veut dire 1 milliard d'euros à trouver en plus, soit en augmentation d'impôts, soit en réduction de dépenses. Donc ça donne une idée de ce que va être l'année 2013 avec vraisemblablement des lois de finances rectificatives à prévoir. Le deuxième point, je passe très rapidement, comme vous le savez tous, 2012 a été une année de changement politique, puisqu'on a changé à la fois de président de la République et de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Troisième point, c'est un point, je dirais, juridique, c'est-à-dire que l'année 2012 a été une année fertile en rebondissement, puisqu'on a eu une loi de finances, 2013, une loi de financement de sécurité sociale, ça c'est classique, plus 3 lois de finances rectificatives entre le début 2012 et la fin de l'année. Et puis aussi 2 éléments qu'il faut avoir en tête, parce que c'était très important, et on en a d'ailleurs beaucoup parlé, 2 décisions du Conseil constitutionnel qui sont venues modifier, annuler certaines dispositions qui étaient comprises dans les projets de loi. Et on a
sont des décisions très importantes parce que ce sont des décisions qui nous donnent des indications sur ce que doit être une bonne fiscalité ou ce que devrait être en tout cas une fiscalité acceptable en fonction de notre Constitution. Et puis, quatrième et dernier point pour finir, je disais au début que c'est une loi de finances qui est très importante et qui va changer notoirement les choses en profondeur. Rappelons-nous, hein, le cœur du moteur du candidat François Hollande, c'était de dire désormais on va taxer les revenus du patrimoine comme les revenus du travail. Bon. La conséquence de ça, c'est que, et on va le voir, il y a une disparition, une refonte complète de la fiscalité, notamment la fiscalité du patrimoine, avec la disparition d'impositions qui, jusqu'à présent, se faisaient selon un taux proportionnel, qui vont être remplacés par une barémisation, ce qu'on appelle une barémisation, un terme barbare, qui veut dire qu'en fait, ces revenus maintenant vont être taxés au barème de l'impôt. C'est une révolution parce que non seulement ça va changer votre situation, notre situation à tous de contribuables, mais ça va aussi changer votre approche et vos relations avec les équipes de Nicolas dans les arbitrages que vous allez pouvoir faire dans les années à venir. C'est vraiment une réforme de fond. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Juste pour vous dire qu'on vous a préparé une cinquantaine de slides. Je vous rassure, on ne les verra pas toutes en détail. On a plutôt mis l'accent sur tout ce qui était fiscalité des revenus du capital mobilier, des plus-values mobilières. On parlera d'ISF, on parlera aussi de donations. Bref, on a un programme assez touffu. Comme le disait Nicolas, on sera à votre disposition pour essayer de répondre à toutes vos questions, et j'espère pouvoir vous apporter les réponses les plus précises. Je n'en dis pas plus, je cède la parole à François pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Claude. Donc on a essayé de bâtir cet exposé, ces slides, selon divers critères, et on a choisi de prendre en compte par impôt et dans les impôts en matière d'IR par revenu catégoriel. Voilà. Et en matière de plus-value, par type de plus-value. Donc attaquons tout de suite l'impôt sur le revenu. Donc si Nicolas peut avancer les slides. Je vais avancer. Voilà, en matière d'impôt sur le revenu, donc voyons tout d'abord les dispositions générales qui ont été modifiées par la loi de finances pour 2013. Donc la loi de finances pour 2013, comme vous le voyez dans mon dos, il y a un nouveau gel du barème pour les revenus 2012. Donc c'est les déclarations que vous allez faire en 2013 sur les revenus de 2012. D'accord ? Un nouveau gel du barème, donc comme chaque année, depuis 2 ans, il y a un gel du barème. À une exception près, c'est que maintenant, le taux marginal d'impôt sur le revenu n'est plus de 41, comme auparavant, mais est de 45. Création d'une 6e tranche, au-delà de 150 000 € de revenu net global imposable par part fiscale du foyer fiscal. D'accord ? Donc tous les revenus supérieurs à 150 000 € seront soumis maintenant, non plus à taxation à 41, mais à 45. Ce qui a des conséquences quand même sur ce que vous a dit Claude, et j'anticipe un peu avec les revenus financiers. Avec la suppression de beaucoup de taux proportionnels et la réintroduction de ces revenus au barème progressif de l'IR, vous voyez que votre revenu net global imposable va avoir tendance à augmenter, et donc possiblement toucher cette tranche à 45%. Je ne parle là que de l'imposition. On met à part les prélèvements sociaux, bien entendu. Mais on le verra par la suite. Donc ça, c'est la premier point. Ensuite, la décote, mais ça intéresse que très peu de personnes. C'est pour des contribuables de conditions modestes. Donc ça, je passe très vite. Ensuite, l'avantage maximum qui est aussi réduit par demi-part supplémentaire. Mais ça aussi, je passe très vite. Juste une petite remarque. Avec cette loi de finances et cette réduction des plafonds, mais nous le verrons par la suite dans le plafonnement global des niches fiscales, le plafond des niches fiscales, à savoir des réductions d'impôts, on va plafonner les réductions d'impôts. Maintenant, avant c'était à un montant fixe plus un taux proportionnel. Maintenant, ça ne sera que, c'est les fameux 10 000 € du candidat Hollande, à un montant. On va avoir tendance,
et vous le lirez, on va avoir tendance à préférer, à favoriser les déductions fiscales et non plus les réductions d'impôts qui, elles, sont plafonnées, mais des déductions. Des déductions, c'est en fait de déduire de votre base imposable. Donc, toutes les sommes que vous allez pouvoir déduire de votre base imposable vont potentiellement vous rapporter, pour les personnes les plus fortement imposées, 45% d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc, en réduisant votre base imposable de 100, vous réduisez votre impôt de 50. Donc, nous le verrons par la suite, les déductions fiscales sont une piste d'optimisation à creuser. Voilà. Et nous le verrons par la suite. Donc, juste pour vous parler, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias de la fameuse taxe à 75, après avoir vu le plafonnement à 10 000 € des niches fiscales, la fameuse taxe à 75 du candidat Hollande. Donc c'est une taxe à 75, il ne faut pas croire que c'était 75. En fait, le 75, c'est l'accumulation d'impositions qui existait déjà. 45%, c'est la tranche marginalière qui a été un peu augmentée. 8%, c'est les prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, puisque cette taxe à 75% était censée s'appliquer sur les revenus exclusivement d'activité, pas du tout vos revenus de placement ou de patrimoine, mais vos revenus d'activité. Donc c'est des traitements et salaires, des BIC, des BNC pour les professions libérales, d'accord? Donc on a 45 plus 8 de prélèvements sociaux, 53 plus, mais ça vous le savez, la fameuse CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise en place par le gouvernement Fillon, qui s'applique sur le revenu fiscal de référence. Encore une autre notion à retenir parce qu'elle va revenir. Le revenu fiscal de référence, en fait, c'est un revenu qui comprend à la fois votre revenu net global imposable soumis à l'impôt et beaucoup d'autres revenus qui ne se trouvent pas soumis à l'impôt car exonérés. Donc le revenu fiscal de référence, il a tendance à être important. Il comprend des revenus exonérés pour lesquels vous ne payez pas d'impôt. Mais en le remontant, on a plus de chances d'arriver à cette contribution exceptionnelle sur les revenus qui, je le rappelle, est de 3% pour les contribuables célibataires sur la part de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000. Au-delà de 500 000, c'est 4%. Et pour les couples, pour les couples mariés, excusez-moi, 500 000 pour la tranche à 3% et au-delà du million pour la tranche à 4%. D'accord? Voilà. Donc cette CEHRA, comme on l'appelle, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d'activité, d'accord, devait s'appliquer sur les revenus 2012 et 2013 déclarables en 2013 et en 2014. Mais là, le Conseil constitutionnel, donc c'était dans le projet de loi de finances, le Conseil constitutionnel, dans cette décision du 29 décembre 2012, est revenu dessus comme non conforme au bloc de constitutionnalité parce qu'il y avait rupture d'égalité entre les contribuables devant les charges publiques. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette CEHRA ne prenait pas en compte la notion de foyer fiscal. Voilà. Donc, un exemple très rapide, un PDG qui gagne 1,8 million de traitements et salaires par an allait être soumis, lui seul, sa femme ne travaillant pas, donc un seul salaire par bénéficiaire. Donc lui, il allait être soumis à hauteur de 800 000 € à la CEHRA, tandis qu'un autre couple marié, qui eux deux travaillent et gagnent 900 000 € de traitements et salaires, n'allait pas être soumis alors qu'ils gagnent dans le foyer fiscal la même somme, 1,8 million. Parce que, étant donné qu'on avait mis ce critère du bénéficiaire et non pas du foyer fiscal, ça instaurait une inégalité entre les contribuables. Voilà. Voilà pourquoi ça a été supprimé. Alors, selon des sources, selon de nombreuses sources, Jérôme Cahuzac va proposer une nouvelle mouture de cette taxe à 75% d'ici la fin du mois de février, qui sera reprise dans la loi de finances pour 2014. Alors, ils ne savent pas comment ils vont la mettre en place. Selon les premières sources, 67% serait le taux d'imposition. Elle s'appliquerait au-delà de 1 650 000 € et elle prendrait en compte cette notion de foyer fiscal. Bien que d'autres pensent que ça serait plutôt reporté sur les employeurs. Ouais, enfin, ce taux de 67%, c'est un taux indicatif, parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait rien
la mesure va être reprise, il semblerait que oui, mais on ne sait pas exactement comment ça va se présenter. Je crois que Pierre Moscovici avait à l'époque dit qu'on ferait une présentation d'ici la fin du mois de février. Le mois de février approche, on attend toujours. Bien sûr, on vous tiendra au courant de tout ça. Aborder les revenus maintenant. Voilà. Donc maintenant, après ces dispositions générales, attaquons tout de suite ce qui vous intéresse quand même, les revenus de capitaux mobiliers. Donc là, beaucoup de changements. On a essayé de bâtir un plan assez compréhensible. Donc en matière de dividendes et d'intérêts, c'est assez proche les modifications. Donc en fait, on va traiter le même plan pour les intérêts, puis après pour les dividendes d'abord et puis après pour les intérêts. Donc à savoir ce qui s'est appliqué en 2012 ou ce qui va s'appliquer dans votre déclaration de 2013 sur les revenus 2012 ou ce qui s'est appliqué si vous avez opté pour le PFL. Pour les dividendes, 2012-2013, les intérêts on fera 2012-2013 et ensuite nous verrons les modalités, après avoir vu les modalités de liquidation de l'impôt, donc de calcul de l'impôt, nous verrons les modalités de recouvrement qui là aussi ont été modifiées. Voilà. Donc attention, attaquons tout de suite les modalités de liquidation en matière de dividendes en 2012. En 2012, donc, nous étions partis au début d'année 2012 avec une imposition sur les dividendes normale, enfin je dirais normale, soit soumission au barème progressif de l'impôt des dividendes, après application du régime des bénéfices distribués, à savoir réfaction de 40%, déduction des frais ayant servi à acquérir ou conserver le revenu, puis abattement fixe de 1525 ou 3050 selon votre situation matrimoniale, d'accord, ou possibilité, dans les cas où ça vous était favorable, d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire qui était de 21 de début 2012, d'accord, et qui vous libérait totalement de l'impôt. À ceci, bien sûr, s'ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5 retenus lors de l'encaissement par l'établissement payeur. Donc voilà, le projet de loi de finances est arrivé, donc la nouvelle majorité présidentielle est arrivée au pouvoir et dans le projet de loi de finances a énoncé que on allait supprimer, donc dans le but, comme vous l'a dit Claude, d'aligner la fiscalité des revenus du travail sur celle du patrimoine et de placement sur celle des revenus du travail. On a voulu supprimer le prélèvement forfaitaire libératoire, mais on a voulu le faire de façon rétroactive, à savoir qu'une personne qui avait touché des dividendes en 2012, en janvier 2012, qui avait opté pour le PFL, s'était libéré normalement de son impôt, de tout impôt. Là, il revenait sur le caractère libératoire du PFL de façon rétroactive. D'accord? Vous me suivez? Oui. Donc là, le Conseil constitutionnel est venu dire que c'était une rupture, le motif d'intérêt général invoqué pour ôter le caractère libératoire du prélèvement forfaitaire libératoire était non conforme au bloc de constitutionnalité, donc ça allait être supprimé. Donc, pour 2012, très simple. Barème progressif ou PFL, et ça vous libère totalement, d'accord. Par contre, en 2013, plus de PFL, tout soumission au barème progressif de l'IR, d'accord. Attention, l'abattement fixe de 1525 ou 3050 disparaît à compter de 2012, hein. Attention à ça, d'accord. Donc voilà, c'est bon. Les intérêts, très rapidement les intérêts. Juste pour illustrer, je peux peut-être montrer à travers l'exemple l'impact que ça a. Ah oui. Tout à fait, ça peut être intéressant. Tout à fait. Donc, imposition, donc là on a pris le cas d'un contribuable célibataire qui a déclaré en 2012-2013, donc sur ses revenus 2011, 200 000 euros de traitement et salaire. C'est pour vraiment, au moins il est à la tranche marginale d'impôt sur le revenu, comme ça il est taxé à 45%. Et il perçoit 45 000 euros de dividendes nets sur son compte titre. Donc, parce qu'un avant-propos que je n'ai pas fait, là je vous parle des régimes de droit commun. Tous les régimes spéciaux, PEA, assurance vie, livret réglementé, livret A, LDD, ne sont pas impactés par cette réforme. Là, c'est vraiment le droit commun. Donc, en matière de dividendes, c'est sur un compte titre. D'accord ? Donc, il a perçu 45 000 euros de dividendes et on va voir comment sont imposés
Donc, à la fois, on prend un exemple où il a touché les mêmes revenus en 2011 et en 2012. On va voir l'impact que ça a avec ces réformes, selon qu'on est en 2012 et en 2013. Donc, en 2012, comme je vous l'ai dit, il a soit la possibilité d'être imposé au barème progressif de l'IR, donc on prend la base brute 45 000, on applique la réfaction de 40, 27 000, l'abattement fixe, 27, 20, puisque là, on est déclaration 2012, mais revenu 2011. Donc l'abattement fixe existe toujours. 25 475. L'IR au taux marginal, il est de 41, il n'est pas de 45, puisqu'on est en 2012 sur les revenus 2011. Il payerait environ 10 445 euros d'imposition sur ces 45 000 euros de dividendes. On a ôté les 200 000 euros de traitement et salaire. En 2012, s'il avait opté pour l'imposition au PFL, il payerait 45 000 fois 21, 9 450. Donc là, dans ce cas, il aurait tout intérêt à opter pour le PFL dans son cas particulier. D'accord? Imposition IR 2013, donc sur les revenus 2012. Application du barème progressif. Entre parenthèses, vous voyez que j'ai dit personne n'ayant pas opté pour le PFL lors de la perception des dividendes. Donc il n'a pas opté, il est soumis au barème progressif. D'accord? Avec régime des bénéfices distribués modifié, base brute. Réfaction de 40, elle existe toujours, donc on est à 27 000. Par contre, vous voyez qu'il y a eu la suppression de l'abattement fixe de 1525. L'IR 2013, taux 45%, la nouvelle tranche au-delà de 150 000. Donc on est bien, puisqu'il a 200 000 euros de traitement et salaire, on est bien dans cette tranche à 45 000, à 45%. Et là, il payera environ 12 150 euros. Donc vous voyez que sur ces 45 000 euros, à ceci, bien sûr, s'ajoutent, bien entendu, les prélèvements sociaux de 15,5 avec une part de CSG déductible, vous le savez, quand vous êtes imposé au barème progressif de l'IR. Mais qui n'est plus de 5,8 comme les autres années, mais de 5,1. Et ceci à compter des revenus 2012. Attention. Donc vous voyez qu'il y a, rien que sur l'imposition, il y a une augmentation de près de 2700 euros. 2700 qui sont dus, comme le disait François, à trois choses. D'une part, la disparition de l'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, pour 2013. Deuxièmement, le fait qu'on ait la disparition des abattements fixes. Et puis surtout, le passage, dans cet exemple-là bien sûr, d'une tranche marginale d'imposition qui passe de 41 à 45%. Donc l'effet est assez dévastateur quand même. En matière d'intérêt, je vais aller très vite. Pour 2012, c'est le même schéma que ce qui s'est passé en matière de dividendes. Ils ont voulu supprimer rétroactivement le PFL, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, vous qui avez opté pour une imposition, opté pour le PFL sur les intérêts que vous avez perçus, vous êtes en 2012, vous êtes libéré valablement de l'IR et vous ne devrez pas déclarer en 2013 ces intérêts. D'accord ? Toujours deux possibilités, donc le PFL à 24, donc vous êtes libéré valablement, ou alors vous êtes soumis au barème progressif, et là, bien sûr, sans régime des bénéfices distribués, là c'est le montant brut, le montant net de prélèvements sociaux qui est soumis à l'impôt. En 2013, donc suppression de la faculté d'option pour le PFL, donc là on le supprime, c'est pas rétroactif, c'est pour l'avenir, donc c'est valable. Et donc soumission au barème progressif, attention, une exception quand même, le PFL subsiste pour les personnes qui ont perçu au sein de leur foyer fiscal moins de 2 000 euros d'intérêt annuel. Donc là c'est un montant global, c'est l'ensemble des personnes du foyer fiscal, d'accord? Et je ne veux pas vous faire, je n'aimerais pas que vous me posiez la question de savoir, j'ai perçu des intérêts de mon livret A ou de mon LDD, est-ce que je dois les comprendre dans ces 2 000 euros? Puisque c'est des régimes spéciaux, je vous ai dit que les régimes spéciaux, c'est complètement à part. D'accord? C'est pas impacté. Donc, c'est tous vos intérêts d'obligation, d'accord, détenus sur un compte titre, ou livret E, et voilà, tous les intérêts, tous les produits de placement à revenu fixe. Voilà. Cette option se fera, si bien sûr vous êtes concerné, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu. Jusqu'à présent, l'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, c'est-à-dire l'imposition au moment d'encaissement du revenu se faisait jusqu'à en avance. C'est-à-dire que vous indiquiez votre loi Nicolas, voilà, j'ai opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire. Là, avec le changement dont a parlé François, c'est-à-dire la disparition, sauf cette exception du prélèvement libératoire forfaitaire,
eh bien cette option se fera au moment où vous ferez votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'année prochaine. Ce sera à vous d'opter, si vous le pouvez bien sûr, pour cette option. Donc là, on répondra aux questions à la fin, s'il vous plaît, monsieur, parce que c'est assez long. Non, parce que, disons, Oui. c'est un point Oui, allez-y. j'ai déjà posé à M. Minou et d'autres d'ailleurs, c'est que les revenus de livret, les revenus de 2012, ils sont date de valeur 1er janvier 2013. Alors, est-ce qu'ils sont concernés par la AFL ou pas? Normalement, oui. Alors, date de valeur. L'inscription en compte, non, c'est l'inscription en compte qui fait foi. C'est au moment du paiement. C'est l'inscription en compte qui fait foi. Les livrets annuels, c'est tombé au 1er janvier, donc on y a droit. Malheureusement sur l'IR. Pas tous les établissements bancaires marquent date de valeur 1er janvier. Souvent, c'est 31 décembre. Oui. Mais ils ne peuvent pas payer avant la fin de l'année. Comment? Ils ne peuvent pas payer avant la fin de l'année. Non, mais ils inscrivent en compte. Si on a une date de valeur d'inscription en compte le 31 décembre, ça fait foi. Sur les intérêts d'un livret, les intérêts d'un livret vont être soumis à l'impôt, soit lorsque vous rachetez, d'une part, vous rachetez sur votre livret, enfin vous retirez de l'argent sur le livret, donc là on va soumettre à l'impôt les intérêts que vous avez perçus, d'accord, puisque là vous les avez appréhendés, soit lors de l'inscription en compte. Et l'inscription en compte, normalement, elle se fait toujours le 31 décembre de l'année en cours. Pour 2012, normalement, si vous avez eu 1000 € d'intérêt sur votre livret E que vous avez dans n'importe quelle banque, d'accord, et bien au 31 décembre 2012, hop, clac, on a marqué 1000 € en plus, qui viennent maintenant ces intérêts capitalisés. C'est au moment de l'inscription en compte qu'ils capitalisent ces intérêts. Voilà. Donc normalement, c'est le 31 décembre. Après, si c'est au 1er janvier, ça sera pris pour l'imposition en 2013. Mais ça me paraît bizarre. Mais bon. Regardez vraiment la date d'inscription. J'ai des avis divergents, c'est pour ça que je vous pose la question. Je vous ai répondu la date importante, c'est effectivement la date d'inscription, c'est ça que retiendra le fisc. Effectivement, si vos intérêts de 2012 vous sont versés en compte à partir de janvier, malheureusement, vous ne pourrez plus bénéficier du prélèvement de 0. C'est pas la date de promulgation de la loi? Non, enfin la date est promulguée, la date en l'occurrence est promulguée. Mais en fait, en ce qui vous concerne, vous, la problématique, c'est à partir de quand je perçois les revenus, pour savoir si je peux bénéficier du prélèvement libératoire forfaitaire. Donc, comme le disait François, soit l'inscription est en compte avant le 31 décembre 2012, vous avez perçu les revenus le 31 décembre 2012, auquel cas vous allez pouvoir bénéficier, vous avez bénéficié à votre sens du prélèvement libératoire forfaitaire, ce qui apparaît sur vos avis d'intérêt, fois malheureusement, les intérêts ont été payés après, c'est-à-dire le 1er janvier, correspondant effectivement à toute l'année 2012, et là, malheureusement, c'est la date de paiement qui fait effet, et là, on ne pourra pas bénéficier. J'ai entendu parler de... On va avancer sur les slides. On en parlera tout à l'heure. Oui. On va avancer parce que, effectivement, bon, sans pas vite. Le même exemple exactement, vous voyez le même exemple avec, je vous l'ai fait tout à l'heure, 18 450, mais on pouvait opter à 10 800 pour 45 000 € d'intérêt, pareil, le même exemple, 18 450, 10 800, et là on monte à 20 250. Donc là c'est important. C'est énorme. Parce que là, il n'y a pas les abattements. Là il n'y a pas le régime des bénéfices distribués avec la réfaction qui atténue. Là, c'est votre botte de pomme. Voilà. Alors, peut-être une question. Donc voilà. Alors, les modalités de liquidation étant faites, maintenant voyons les modalités de recouvrement. Comment l'État va appréhender ces dettes, ces créances qu'il détient sur votre personne, ces créances fiscales. Vous allez me dire, en supprimant les prélèvements forfaitaires libératoires, l'État se prive de rentrer d'argent frais. Parce que quand vous optez, on reprend l'exemple, en janvier 2012, vous avez perçu 100 de dividendes, vous avez opté pour le PFL, d'accord? Donc l'établissement payeur vous a pris 21% sur les 100, 21, d'accord? Mais le 15 février, c'est dans les caisses de l'État, d'accord? Et là, potentiellement, en janvier 2012, vous percevez, potentiellement, janvier 2013 plutôt, potentiellement, il ne percevra totalement sa créance qu'en septembre 2014 ou plus tard, comme on est au barème progressif de l'IR. Le solde se fait en septembre, d'accord, à part mensualisation. D'accord. Donc en fait, ils ont mis en place un système d'acompte provisionnel d'IR qui va permettre de
pour dire entre guillemets, en fait, c'est un prêt que vous allez faire une avance à l'État à un taux d'intérêt de 0 pendant 1 an et demi. Donc cet argent, il serait mieux avec vous, enfin, sur vos comptes, à vous rapporter des intérêts ou des dividendes. On va faire un petit exemple rapide pour montrer comment ça se Juste, passe. je mets juste la dispense. Avant, après. Ah oui, bon, alors comment ça se passe? Oui. Voilà, la société S distribue 10 000 € le 15 mai 2013. D'accord, 10 000 € à monsieur A. Donc, dès qu'il perçoit, donc en mai 2013, lors de l'encaissement, on va lui retenir, l'établissement payeur va lui retenir 2100, donc à compte provisionnel sur dividende, plus 1550 de prélèvements sociaux. D'accord? Donc, ça fait 6350 net. Ensuite, donc là, on était en... en 2014, on se retrouve en 2014, on impose les revenus de 2013, d'accord? Il va devoir inscrire ce montant, d'accord, dans sa déclaration pour le soumettre au barème progressif de l'IR, comme je vous l'ai dit, d'accord? Donc là, on applique, comme c'est un dividende, le régime des bénéfices distribués avec la réfaction de 40, donc on obtient 6 000. La CSG déductible, comme on est imposé au barème progressif, on a de la CSG déductible, donc 5,1%, soit 510, ce qui fait une base imposable de 5 490. Dividende, ce monsieur n'est pas à la tranche marginale IR, il est à 41%. Donc l'impôt correspondant fera 5 490 x 41, 2251. Mais ce monsieur, il a déjà payé 2100 lors de la perception de ses revenus. Donc il devra rajouter le trop perçu. D'accord? 151. Vous avez compris ça? En fait, là, on a pris l'exemple versé par le dû, pardon. Et d'ailleurs, si c'était l'inverse, il aurait un crédit d'impôt. Si par hasard, il pourrait arriver qu'il a payé l'année de moins 20 supérieur à son impôt réellement dû, il aurait un crédit d'impôt. Voilà, il aurait un crédit d'impôt. Mais le problème, c'est que vous allez avancer une somme que vous ne devez pas, en fait. Ouais. Ça, c'est le problème. Alors, cet exemple-là, c'est un exemple d'une société non cotée. On l'a choisi exprès parce que... Mais cet exemple, lorsque vous êtes dans une société cotée, dans le portefeuille de valeur mobilière, c'est le banquier qui va faire ce travail pour vous. C'est le banquier qui va prélever à la source les 2100 € et 1550 €, vous faire un IFU, et à charge après pour vous l'année d'après de faire votre déclaration d'impôt comme c'est indiqué dans la deuxième partie du tableau. Donc ce sera la BNP ou le Crédit Lyonnais qui fera la retenue à la source à la place. Donc ils ont prévu une possibilité de dispense de paiement de cet acompte provisionnel. Donc là, dans ce cas, vous n'allez pas payer, ça sera comme lors de l'encaissement, vous acquitterez vos prélèvements sociaux. L'année d'après, vous déclarerez ces revenus qui seront soumis au barème. D'accord? Qu'est-ce que vous devez faire pour bénéficier de cette dispense d'acompte provisionnel? Donc là, on va en bas. Donc là, pour 2013, c'est une année, entre guillemets, je le dis depuis 50 fois, bâtarde, excusez-moi du terme, parce qu'en fait, la loi a été votée le 28, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel le 29, pour une application au 1er janvier, décembre 2012, pour une application au 1er janvier 2013. D'accord? Donc, si on voulait faire une dispense, c'était il fallait le faire avant l'année de perception des revenus. Donc en fait, là, ils ont mis une date butoir pour faire cette dispense au 31 mars 2013, tandis que pour les années futures, d'accord, pour les années en régime de croisière, comme j'appelle ça, 2014, 2015, 2016, il faudra avoir opté pour la dispense avant le 30 novembre de l'année précédant celle de la perception des revenus, dividendes ou intérêts. D'accord? Donc, en quoi cela consiste? C'est une attestation sur l'honneur du contribuable, d'accord, qui va être donnée à l'établissement payeur, donc comme le disait Claude, soit l'établissement bancaire pour les sociétés du CAC, enfin les actions des sociétés du CAC, soit pour les titres non cotés, la société elle-même qui paye les dividendes, d'accord. Avant le 30 décembre de l'année précédant le paiement des revenus, le contribuable va attester sur l'honneur qu'il respecte bien certaines conditions, à savoir, et je vous en ai parlé tout à l'heure du RFR, du revenu fiscal de référence, d'accord, que son revenu fiscal de référence de l'année N-2 par rapport à l'année d'encaissement des revenus
et pour 2013 de fourniture de l'attestation, et pour les années en vitesse de croisière, l'année N-1 par rapport à la fourniture de l'attestation et N-2 par rapport à l'encaissement des revenus. Plus simplement 2011 pour 2013 et 2012 pour 2014. Si vous prenez votre dernière année d'imposition, vous regardez le revenu fiscal de référence qui est page recto verso, page 1 recto verso. Et si votre revenu de référence, fiscal de référence de votre dernière année d'imposition, c'est-à-dire celui de l'année dernière, est inférieur au montant, Un certain seuil qui diffère selon que ce soit des intérêts ou des dividendes. 25 000 pour un célibataire, 50 000 pour un couple marié et soumis à imposition commune pour les intérêts. Et pour les dividendes, 50 000 et 75 000 en couple. 75 000, là, on commence à atteindre des niveaux raisonnables d'un investisseur. 75 000 euros de revenu fiscal de référence, voilà. Après, ça c'est subjectif. C'est moi qui ne tiens pas compte du tout des enfants, là, c'est uniquement... Non. Là, le revenu fiscal de référence, il en tient compte déjà. Le revenu fiscal de référence, il tient compte des revenus de votre foyer, Oui. d'accord, de votre foyer, mais de votre RNGI aussi. Ouais. Votre RNGI, donc votre RNGI, il est par part fiscale, D'accord. d'accord. Mais pourquoi on dit une personne ou un couple, parce que de toute façon, ça serait déjà pris en compte aussi. Hein. Ben parce qu'il y a plus de revenus. Dès qu'il y a un couple, il y a plus de revenus. il y a une raison, c'est pas logique. Ah oui, s'il y a 4 enfants. Ouais, c'est vrai. C'est pas C'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Désolé. comme ça. Vous avez raison. J'essaie de trouver une... Là, il n'y a pas de... Donc, quelques pistes avant de passer la parole à Claude pour les plus-values de cession de valeur mobilière. Quelques pistes pour maîtriser votre impôt. Donc, j'aime pas trop le premier, mais bon. Investir de façon limitée dans des produits de placement à revenu fixe de façon à ne percevoir que moins de 2000 € d'intérêt annuel. C'est anti-patrimonial, c'est purement fiscal. Alors ça, c'est pour bénéficier du taux du prélèvement forfaitaire libératoire, donc de l'exception. D'accord ? Voilà. Gérer de façon optimale les retenues à la source pour ne pas faire des prêts à taux zéro à l'État pendant 1 an et demi. Et surtout, vous investir dans des produits de capitalisation, dans des enveloppes de capitalisation, PEA. Ça, c'est 2013, c'est l'année PEAble. PEA pour la bourse, ou même pour des obligations éligibles, ou des OPCVM éligibles, assurance vie, contrat de capi, OPCVM de capitalisation. Voilà. Donc, c'est quelques pistes qui ne sont pas touchées par cette frénésie d'augmentation fiscale. Voilà, je laisse la parole à Claude, je vais là-bas pour les plus-values. Merci François. Alors on va avancer parce que le temps passe vite. On a pas mal de choses, on ne verra pas tout de toute façon. Merci. Donc François vous a expliqué que les nouvelles n'étaient pas bonnes en matière d'imposition des revenus de capitaux mobiliers. On va voir qu'au niveau des plus-values, c'est pas meilleur, c'est pas mieux. Malheureusement. Alors, en fait, voilà. Juste rappeler comment ça se passait jusqu'à présent. C'était assez simple, en fin de compte. Les plus-values de cession de valeur mobilière, jusqu'à l'année dernière, on cédait des titres, on faisait des plus-values, on était taxé dès le premier euro à un taux proportionnel de 19%, plus 15,5 de prélèvements sociaux. Bon, c'était assez simple. Pour 2012, pour toutes les opérations que vous avez faites l'année dernière, entre le 1er janvier et le 31 décembre, je vous rassure, rien ne change. Vous allez déclarer votre plus-value comme l'année précédente, vous allez recevoir votre IFU. Si vous êtes en plus-value, vous allez déclarer ligne VG, en perte, ligne VH. Rien ne change, à ceci près qu'on a augmenté le taux de l'imposition au passage, puisqu'on est passé de 19% à 24%. Donc l'année prochaine, donc cette année, sur les plus-values générées l'année dernière, vous allez être taxé à un taux proportionnel de 24%, plus 15,5 de prélèvements sociaux. Mais ça reste assez simple. Pour les opérations que vous générez depuis le 1er janvier 2013, là, les choses se compliquent singulièrement. Parce que, en fait, le législateur nous a créé non plus un système de taxation des plus-values, mais 4 systèmes différents. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas les voir tous les 4, parce qu'il y en a 2 qui, je dirais, concernent assez peu les gens, qui sont en tout cas tout à fait spécifiques. Il y a 2 régimes principaux, notamment le premier, sur lequel on va peut-être s'attarder quelques instants, à savoir le régime qui va s'appliquer à l'épargnant classique,
vous, moi, qui avons investi dans un portefeuille de valeurs mobilières. Et là, on a l'application du principe que j'évoquais, que François a repris tout à l'heure, à savoir la taxation des revenus, comme des revenus du travail, donc la barémisation, la taxation au barème de l'impôt des plus-values constatées. Donc un changement majeur par rapport à l'année dernière. On a été taxé à un taux de 24%, de 19% unique. Là, on va être taxé sur les plus-values constatées à sa tranche marginale d'imposition qui peut aller jusqu'à 45%. C'est quand même une information assez importante. Tous ne seront pas à 45, hein, on pourra être à moins, mais certains d'entre nous vont l'être. Plus, bien sûr, les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est le premier principe. Comme vous le disiez, Claude, là, on n'avait jamais de CSG déductible en matière de plus-value de cession de valeur mobilière comme on était imposé à un taux proportionnel. Là, on redécouvre la CSG déductible sur les plus-values de cession de valeur mobilière, puisque c'est son deux barres. Ouais, bah, avant d'aborder la CSG, finissons avec la fiscalité déjà. Voyons l'aspect fiscal. Donc on est taxé au barème de l'impôt. On est taxé au barème de l'impôt sur une plus-value qui, somme toute, va être calculée de manière assez classique. Prix de cession sur le marché, moins prix moyen pondéré des actions de titres, comme on le fait depuis toujours. Donc c'est comme ça que va être calculée la plus-value. Et puis en ce qui concerne, pour celles et ceux qui interviennent sur les marchés d'instruments financiers, bah, c'est toujours la même règle, le montant imposable, c'est la différence entre les sommes versées et les sommes reçues. Jusque-là, c'est relativement simple. Là où ça se complique, c'est par la suite parce que le gouvernement a souhaité, on va dire, inciter à l'épargne longue dans les entreprises. Donc, l'idée qui a été créée, c'est de prévoir sur la plus-value constatée, sur la plus-value calculée, telle qu'on l'évoquait, un abattement pour durée de détention qui va être variable en fonction de la durée de détention des titres que vous avez. En clair, si je cède des titres que je détiens depuis moins de 2 ans, je serai taxé sur ma plus-value plein pot. Si je cède des titres que je détiens entre 2 ans et 4 ans, sur ma plus-value que je vais réaliser, que je vais déclarer, je vais pouvoir imputer un abattement de 20%. 30% si je cède des titres que je détiens entre 4 et 6 ans, et 40% si je cède des titres que je détiens depuis 6 ans ou plus. La pratique de cet abattement concerne à la fois les titres en capital, les parts de SARL, les valeurs de sociétés cotées et non cotées, parce que, encore une fois, l'idée c'est de renforcer les fonds propres des entreprises, mais aussi les parts de fonds communs de placement investis en actions et les parts de SICAV, puisque les SICAV sont des sociétés. Ça concerne, ça concerne toutes les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, mais sur des titres que je détiens depuis toujours. Les titres que m'ont donné ma grand-mère en 1988 par donation sont dans ce dispositif. Et donc là, on voit tout de suite le problème que ça pose, les conséquences que ça pose. D'abord, pour vous et vos conseillers financiers, on n'est plus du tout dans la même logique, parce que pour pouvoir vous conseiller financièrement, il va vous demander, s'il y pense, est-ce que vous connaissez votre tranche marginale d'imposition, monsieur ou madame? D'ailleurs, vous ne la connaissez pas nécessairement, puisque au moment où vous faites l'opération, c'est en cours d'année. La tranche marginale d'imposition, vous en avez une idée vague, mais elle pourra changer si après il y a des opérations importantes qui arrivent. Ça, c'est le premier point. Donc on n'est plus du tout dans la même logique qu'avant. Et puis deuxièmement, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est vous, client, vous, contribuable, qui allez faire ce calcul d'abattement. Et c'est vous qui devrez, le cas échéant, de répondre aux demandes de l'administration fiscale. Monsieur, vous nous dites que vous avez cédé des titres, vous avez appliqué un abattement de 40% sur les titres de la société BNP Paribas que vous avez cédé, très bien, justifiez-moi que vous y avez le droit. Justifiez-moi de l'antériorité de détention des titres. Alors si vous avez conservé tous les avis d'opérer sur les opérations que vous avez depuis que vous intervenez en bourse, ça se passera très bien, mais soyons honnêtes, vous comme moi, on ne peut pas conserver tous les avis d'opérer. Donc comment ça va se passer? Très sincèrement, vous allez bien évidemment vous retourner vers votre banquier, votre conseiller, dire vous pourriez m'aider, vous pourriez me justifier, me fournir un document
on voit tout de suite l'impact que ça a dans l'aspect déclaratif qui va avoir lieu l'année prochaine, auquel vous allez être confronté l'année prochaine. On a fait un petit exemple quand même pour vous montrer l'impact en termes de... Avance peut-être un peu François, s'il te plaît. Voilà. On vous a fait un petit comparatif entre quand ça se passe l'année dernière et comment ça se passe à partir de 2013. C'est un exemple assez simple. On a un couple qui, en 2013, ont réalisé une plus-value sur des titres de 500 000 €. Ce sont des titres qu'ils détiennent depuis plus de 6 ans et ils en ont la preuve. Très bien. Ils sont taxés à une tranche marginale, sur leurs autres revenus, au taux maximum de 45%. En 2012, avec un taux proportionnel, si cette opération avait été réalisée, on aurait une taxation totale, prélèvements sociaux compris, de 197 500. Et là, déjà, vous voyez, avec augmentation, puisqu'avant, on était à 19, et là, c'est déjà à 24. Voilà. On est passé à 24. Donc 24% des 500 000, plus les prélèvements sociaux, ce qui me fait un total de 197 500. C'est assez simple. La même opération réalisée en 2013 depuis le 1er janvier, là, on est dans une logique de barémisation et de calcul d'abattement pour durée de détention. Donc, je passe au détail très rapidement. Hein. Abattement de 40% parce qu'ils détiennent des titres depuis plus de 5 ans. Application de ce dont parlait François, c'est-à-dire la CG déductible, ça c'est le petit avantage au passage. Vous apercevez qu'ils sont sur une imposition totale de 123 525 €, auquel on rajoute bien sûr les prélèvements sociaux, total de 101 025. On voit la différence tout de suite, ça fait mal. Peut-être slide d'après, mais ça peut faire encore plus mal. Parce que là, on les détient depuis plus de 6 ans. Ici, c'est exactement les mêmes données que la slide précédente. La seule donnée qui change, c'est qu'au lieu de détenir les titres depuis 6 ans, on les détient depuis 3 ans. Ici, rien ne change, situation en 2012. Ici, avec un abattement de 20% au lieu de 40%, j'ai une plus-value de 245 025, taxation à la tranche marginale de 45%. Vous voyez tout de suite que si jamais il est détenu depuis moins de 2 ans, l'impact que ça aurait. Voilà. On n'a plus l'abattement qui jouerait. Alors, justement, si on a un portefeuille, si on vend un portefeuille avec des titres de moins de 2 ans, donc plus de 6 ans, comment ça se passe là? C'est une bonne question. Normalement, c'est la règle FIFO, c'est-à-dire première entrée, première sortie qui fait ça. Normalement. On attend les commentaires de l'administration fiscale sur ce sujet. L'administration, enfin la Fédération française des banques a d'ailleurs est intervenue auprès de Bercy, notamment sur la question de la justification de la durée de détention, en disant est-ce que vous pourriez simplifier, parce que je vous mets à l'aise, aucun banquier aujourd'hui n'est capable de vous justifier l'historique de tous les titres que vous avez depuis le début. C'est tout simplement pas possible. Donc la FBF a dit à Bercy, bon, simplifiez-nous un peu la tâche, autorisez-nous la possibilité d'intervenir au moins par millésime, par année de détention, et pas par de date à date, parce que ça, normalement ça se fait de date à date. Donc il y a eu une lettre qui est envoyée à Bercy sur ce sujet. On attend la réponse et on croise les doigts, on espère que la réponse sera favorable. Mais on voit quand même des impacts majeurs. Là, on parle d'un cas relativement simple. On parle d'un cas de portefeuille détenu en pleine propriété. Mais si je détiens un portefeuille en démembrement de propriété ou en indivision, ou à travers une société civile de portefeuille, on voit tout de suite la complexité qui vient se rajouter à ça. Je vous vois de plus en plus perplexe et je vous comprends. Hein. Donc c'est vraiment un vrai problème. Il y a un problème de suivi, de gestion, il y a un problème de mesure de l'impact fiscal. Alors, on a été, bien évidemment, dans nos exemples particulièrement, ce sont des exemples choisis, parce que dans cette réforme, il y a aussi des gens qui gagnent, c'est-à-dire des gens dont la tranche marginale d'imposition est inférieure au taux de 24%. Hein. Bon, on voit tout de suite hein, le ciblage de la loi. Mais, soyons clairs, hein, des gens qui ont des plus-values importantes sont généralement, sociologiquement, économiquement, dans des tranches marginales d'imposition plus importantes. Voilà. Dernière précision sur ce sujet, qui va, j'imagine, vous agiter beaucoup, nous agiter beaucoup. Ce dispositif de barémisation, d'abattement pour durée de détention ne concerne que l'aspect
impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, eux, je vous rassure, sont calculés sur la plus-value plein pot. On ne fait pas d'abattement sur la base de calcul des prélèvements sociaux. Voilà. On va peut-être avancer un petit peu, juste pour parler du deuxième. Juste une précision. Oui. De ce que vous disiez là. L'abattement, il s'applique sur la plus-value avant prélèvements sociaux ou prélèvements sociaux déduits. L'abattement, il s'applique sur la plus-value avant prélèvements sociaux. Et je vais rebondir, vous me donnez l'occasion de faire une remarque complémentaire. Ce qui est vrai pour les plus-values, l'est vraisemblablement aussi pour les moins-values. Je m'explique. Imaginons que j'ai des titres en portefeuille sur lesquels j'ai une moins-value latente. Je dis bien latente, hein, pas les plus-values réalisées, sur lesquelles rien ne change. Elles ont été constatées, elles sont toujours utilisables pendant 10 ans. Là, j'ai des plus-values latentes. Nicolas me dit, Claude, il faut que tu vendes. Tu as des plus-values, il faut couper ta position, mettre ton argent sur des titres plus intéressants. Très bien. Mais si je cède des titres si je cède des titres que je détiens depuis plus de 6 ans, ma moins-value latente, normalement, va être amputée fiscalement de 40%. Ces 40% ne seront pas reportables sur les autres plus-values réalisées. Voilà, je perds 40% de moins-value fiscale. Imputable. Potentiellement imputable. Donc, l'idée, c'est peut-être de voir si on détient des titres depuis, je parle sur le plan fiscal bien sûr, hein, je ne parle pas sur le plan financier ni sur le plan patrimonial. L'idée, c'est de se dire si j'ai des titres depuis moins de 2 ans sur lesquels j'ai déjà de la moins-value latente, peut-être important de les céder à ce moment-là. Comme ça, je n'aurai pas d'imputation dans l'abattement quelconque, puisque pour les 2 premières années, comme ma plus-value est totalement taxable, ma moins-value sera totalement imputable. Mais voilà. Juste parce que le temps passe très très vite, et je voudrais juste parler très rapidement d'un dispositif qui peut vous concerner si vous êtes chef d'entreprise. C'est le dispositif des fameux pigeons. Pigeons qui se sont broués, qui ont manifesté à la fin de l'année en disant attendez, ce dispositif là, que vous êtes en train de nous bâtir, de taxation des plus-values comme des revenus, c'est purement scandaleux. Moi, je prends des risques. J'investis, je crée une société, j'investis. Si je cède et que je suis taxé à 45%, c'est plus la peine. Donc, ils ont bénéficié, à juste titre, me semble-t-il, d'un dispositif. Le gouvernement a fait un retour en arrière en disant effectivement, sous certaines conditions, qu'on reprend là, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, les personnes qui sont des entrepreneurs qui cèdent leur entreprise vont pouvoir continuer à bénéficier d'un taux proportionnel à 19%. Voilà. Plus les 15,5 bien sûr qui sont toujours là. Je passe très vite, donc c'est un dispositif dérogatoire de celui que j'évoquais qui concerne effectivement les chefs d'entreprise. Petite remarque au passage quand même, cette option, cette taxation à 19%, elle est optionnelle. C'est-à-dire que le chef d'entreprise a le choix des armes, soit opter pour la taxation autoproportionnelle de 19%, soit opter pour la barémisation avec l'abattement pour durée de détention. Soyons clairs, dans la plupart des cas, ce sera 19% plus intéressant. Mais enfin, c'est peut-être intéressant de faire le calcul. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre expert comptable qui fera ce calcul avec vous et vous donnera, à mon sens, le meilleur conseil. Voilà ce que je voulais dire sur les plus-values. De quoi on va parler maintenant? Parce que ça va très vite. Pas de modification, régime spécial. Oui, alors, moi je vous propose d'aborder 2 choses principalement, à savoir effectivement le PNA très rapidement, enfin les possibilités d'investir de façon à éviter ce durcissement de la fiscalité, puis peut-être tu viendras parler du plafonnement global, puis après on basculera sur l'ISF et les donations, sachant que on a prévu, si vous parlez de plus-value immobilière, on pourra en parler autour du verre de champagne. Donc très rapidement, l'idée, comme le disait François tout à l'heure, l'idée du fisc, c'est de dire, allez, on supprime au maximum, et on va revenir dans quelques instants, les possibilités de réduire ses impôts.
de telle sorte que on va faire en sorte que la masse imposable de nos amis contribuables soit de plus en plus taxée au barème, si possible aux tranches les plus importantes. Donc, pour essayer d'éviter ce traitement un peu désagréable quand même, l'idée c'est de dire, plutôt que d'investir dans des dispositifs de réduction d'impôts qui, je dirais, sont dans le collimateur dans la plupart des cas du fisc, il faut peut-être diminuer la masse imposable au barème de l'impôt. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'outils qui sont encore disponibles. François en a parlé, je ne reviens pas dessus. Ce sont les outils de capitalisation, quand on fait les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation, les OPCVM de capitalisation et le PEA. C'est le grand retour du PEA en fait. C'est le grand retour du PEA. Pour celles et ceux qui sont intéressés par les actions à titre vif, avec évidemment les limites du dispositif, parce que le PEA a des limites du dispositif. Voilà juste ce que je voulais vous dire. Je cède la parole très rapidement à François qui va vous parler du plafonnement global, et après on basculera peut-être sur l'ISF. Je reste là parce qu'il n'y a qu'une slide. Il y en a une deuxième. Ah, il y en a une deuxième? Ouais. Enfin, ah bon, bah juste la piste d'optimisation. Ah bon, bah, je veux la dire. Je vais. Donc comme je vous disais, tout à l'heure, j'ai fait une distinction entre réduction d'impôts et déduction fiscale, déduction de la base imposable. Vous savez, et je vous ai dit, plutôt on tend à venir vers une apogée de la déduction fiscale en matière d'optimisation fiscale. Voilà. Donc, vous connaissez tous le plafonnement global des niches fiscales. Vous savez que si vous investissez dans différents dispositifs fiscaux, en échange de votre investissement dans certains secteurs ciblés par les pouvoirs publics, ceux-ci vous accordent des réductions d'impôts. D'accord ? Donc ces dispositifs, entre guillemets, c'est lié, mais aussi Censi Bouvard, PME, investissement au capital de PME, et 3 points de suspension, vous les connaissez, Sofica, sont plafonnés spécialement par dispositif. D'accord ? Dans le dispositif, on vous permet de réduire vos impôts, mais dans une certaine limite. Et enfin, également plafonné globalement. À savoir que l'ensemble de vos réductions d'impôts ne doit pas dépasser un certain montant. D'accord ? Donc, on l'a mis en place, ce plafonnement global, en 2009. Vous voyez qu'en 2009, pour les investissements faits en 2009, vos réductions d'impôts, à savoir la masse que vous allez pouvoir déduire de votre impôt, était plafonné à 25 000 plus 10% de votre RNGI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai un revenu de 100 000 de RNGI, d'accord, on ne pouvait pas réduire son impôt de plus de 35 000 euros par des investissements effectués en 2009. Si jamais vous dépassez ce plafond, on rajoutait le montant venant en dépassement à votre impôt et vous alliez payer le montant de dépassement, plus le reste de vos impôts, si jamais vous n'avez pas totalement apuré votre impôt. D'accord ? Et puis vous voyez que selon les années, au fur et à mesure des années, ça c'est allé en descendant, pardon, je ne trouve pas le terme. Pour 2012, 18 000 plus 4%. Et enfin, pour les investissements de 2013, 10 000 euros. C'est les fameux 10 000 euros. Le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros. D'accord ? Donc, la loi de finances pour 2013 a abaissé le plafonnement, mais a aussi mis en place des exceptions à ce montant de plafonnement global pour certains dispositifs, à savoir pour les investissements au capital de PME, donc FIP, FCPI, mais aussi investissement au capital de PME en direct, prise de participation au capital de PME en direct, d'accord ? Vous voyez que le montant qui va dépasser les 10 000 euros, d'accord, de votre investissement au capital de PME, va pouvoir être reportable sur 5 ans, ce qu'avant, on ne connaissait pas, en 2012, ou les années précédentes, donc sur 5 ans. Mais aussi, le Sofica et l'outre-mer, il était prévu par le projet de loi de finances que le plafond s'appliquant à ces dispositifs, le plafonnement global, je parle encore,
reste à 18 000 plus 4%. Et là, le Conseil constitutionnel est venu dire non, pour une fois en défaveur du contribuable, est venu dire non, c'est non conforme au bloc de constitutionnalité, je supprime le 4%, donc c'est 18 000. D'accord ? Donc voilà. Et enfin, le SOFICA, par contre, lui, est exclu. Donc, juste pour revenir très rapidement, de façon pratique, là où en 2009, un célibataire percevant 122 000 de RNGI dans l'année, à savoir, donc 122 000, ça fait à peu près 40 000 euros d'impôts. 40 000 euros d'impôts d'hier. Celui-ci n'était pas touché par le plafonnement. Il pouvait donc totalement effacer son impôt par le biais d'investissements défiscalisants, entre guillemets, niche fiscale. D'accord ? En 2009. En 2013, ce montant, ce RNGI, passe de 122 000 à 52 000 euros. À 52 000 euros de RNGI, un célibataire paye 10 000 euros d'impôt. C'est le maximum de revenus pour lequel on pourra totalement effacer l'impôt par le biais des niches fiscales. Voilà. Ça, je voulais vous le dire, ça marque. Voilà. Donc, c'est marqué là. Et donc, qu'est-ce que on préconise? Donc, favoriser les déductions fiscales. Alors, je parle sous le contrôle de Nicolas. Voilà, moi, ça n'a un but qu'exclusivement fiscal. D'accord? Mais je pense que c'est des outils de capitalisation que de préparer sa retraite par des mécanismes comme le PERP ou pour les professions non salariées, le Madelin. Le Madelin est un produit exceptionnel. Mais attention, il faut anticiper les conditions de sortie de tels produits. De nombreux contrats existent où il n'est pas prévu en cas de décès prématuré à la sortie, puisque bien entendu de ces produits, on ne peut sortir qu'en rente. D'accord ? Il n'est pas prévu de rente de reversion à votre conjoint ou à vos enfants en cas de décès prématuré. Si jamais vous avez versé 1 million d'euros sur un Madelin et que vous mourrez après une année de mise en retraite, on vous a versé que 1/20 de la rente de votre capital. Et le reste, ça s'appelle un gain technique pour la compagnie d'assurance. Donc attention aux possibilités de sortie. Oui, monsieur. Vous avez maintenant sur les pertes des possibilités, je crois, à hauteur de 20%. Exactement. C'est pour le PERP, pas pour le Madelin. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et puis vous avez aussi des pertes qui offrent la possibilité, tant que vous n'avez pas demandé à être dans la phase de la rente, en fait, de désigner un autre bénéficiaire. Tout à fait. Ce que je vous dis. Voilà. Ce que je vous dis. Bien assurer la sortie de ce produit. Bien assorti de ce produit. Mais le PERP est moins favorable que le Madelin. Mais le PERP, le Madelin n'est pas ouvert aux salariés. Voilà. Donc voilà. Donc, comme pour en revenir, et j'en terminerai là, en revenir à ce que disait Claude, notre conseil d'optimisation, c'est essayer de se générer le moins de revenus taxables. Donc, en capitalisant, et de percevoir le moins de revenus possible. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'en faire par des produits de capitalisation ou autres. Alors pourquoi vous ne faites pas de démembrement de propriété? Parce que vous achetez la propriété, vous n'avez pas de revenus. Claude va vous en parler pour l'ISF parce que c'est défavorable en matière d'ISF. Non, mais c'est une bonne idée. Oui. C'est possible, mais c'est défavorable en matière d'ISF. C'est une bonne idée, d'autant plus sur le plan patrimonial aussi, parce que vous payez moins cher, notamment un bien immobilier, ça peut se faire dans plein de domaines, vous pouvez payer effectivement moins cher un bien immobilier en achetant que, c'est ce que fait par exemple une société comme Pearl, sans faire de publicité, on achète la nue propriété, ça coûte moins cher, et puis à terme, on récupère l'usufruit, parce que c'est un usufruit temporaire, et effectivement ça peut être une bonne idée. Oui, c'est un des outils effectivement qui permet aussi de ne pas toucher tout de suite des revenus, en espérant toutefois que la fiscalité dans 8 ou 10 ans sera plus favorable qu'aujourd'hui. Impossible à dire. Impossible à dire. Donc on va terminer peut-être par... parce que ça fait à peu près 1 heure qu'on vous parle et qu'on vous donne des mauvaises nouvelles, malgré tout. On va terminer avec encore des mauvaises nouvelles, mais peut-être quelques lueurs d'espoir à la fin. On va parler d'ISF très rapidement, parce que c'est un impôt qui est très important.
Rappelez-vous, il y a quelques mois, hein, fin 2011, on lisait la presse économique et ça y est, c'était la fin de l'ISF. Moi, je l'ai lu. Je me suis dit, waouh, super. En fait, bien évidemment, l'ISF n'a pas disparu. Rappel très rapide des épisodes précédents. Hein, l'ISF classique est remplacé par un ISF de tranche, avec un seuil de déclenchement à 1,3 million, taxation à 0,25, puis ensuite taxation à 0,50 au-dessus de 3 millions. Bon, très bien. Changement de majorité parlementaire, hop, on nous crée une contribution exceptionnelle de l'ISF en cours d'été. Moi je pensais naïvement, je l'avais d'ailleurs dit au salon de l'épargne, enfin fiscal plutôt. Et monsieur, enfin, personne dans l'assistance m'avait dit, mais est-ce que vous pensez que si les socialistes reviennent au pouvoir, ils vont recréer un ISF? Je lui ai dit, non, je ne pense pas. Quand on regarde le calendrier, les élections, l'ISF c'est le 15 juin, il m'étonnerait bien que pour 2012, on revienne à un ISF ancienne mouture. Naïf que j'étais, puisque bien évidemment, ils nous ont créé l'ISF, donc la contribution exceptionnelle en cours d'été, qui était en fait ni plus ni moins qu'un retour à l'ISF antérieur. Et puis, 2013, enfin fin 2012, début 2013, retour de la vengeance de l'ISF, un peu vintage. Vous voyez, c'est l'ISF qui va s'appliquer au 1er janvier 2013. Première information, seuil de déclenchement, 1,3 million. Patrimoine net taxable arrêté au 1er janvier, 1,3 million. Donc deux cas de figure. Votre patrimoine net taxable est inférieur à ce montant, vous échappez à l'ISF. À l'inverse, si vous franchissez ce seuil, eh bien, vous êtes les heureux élus et vous devez payer votre ISF dès la première tranche, à 800 000 €. Hein, c'est un coup en arrière. On a fait un petit exemple d'ailleurs, peut-être, on va peut-être le montrer. Voilà. Hein. Et ici, c'est la décote. Ouais. Ici, hein, quelqu'un qui a un patrimoine de 1,3 million 110, malheureusement, il est juste au-dessus. Hop, on lui applique la première tranche. Donc, sur les 800 000 premiers euros, il ne paye rien. Et puis ensuite, on lui paye sur la tranche supérieure à 0,50. On peut revenir sur la slide avant. Hop, voilà. Donc voilà comment ça marche. Un barème de plusieurs tranches avec un seuil, enfin un taux maximum inférieur à ce qu'on connaissait avant, parce que c'est 1,50 alors qu'avant c'était 1,80, mais une plus grande progressivité parce qu'on rentre plus vite dans les tours, si je puis dire, hein, puisque avant c'était je crois 16 millions pour être à 1,80, là on est dès 10 millions à 1,50. Voilà. Alors pour celles et ceux qui sont dans le patrimoine aux alentours de 1,3 million et 1,4 million, on leur a bâti un petit système de lissage. Bon, on passe très vite, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant pour l'ISF, c'est deux choses. D'abord, on a recréé un mécanisme de plafonnement, ce qui était d'ailleurs une exigence du Conseil constitutionnel suite à la décision qui avait été prise par rapport à la contribution exceptionnelle, parce qu'à l'époque, on avait supprimé le bouclier fiscal et le Conseil constitutionnel a dit ok, il faut créer un ISF, vous revenez en arrière, mais n'oubliez pas au passage l'année prochaine de bâtir un mécanisme qui plafonnera l'ISF. Ben, c'est ça en fait. Hein. L'ISF, il sera plafonné. Alors on attend encore les commentaires de l'administration fiscale qui ne tarderont pas, je pense. Mais on a en gros les grandes lignes, à savoir impôt sur le revenu plus ISF plus prélèvements sociaux ne devront pas être supérieurs à 75% des revenus du redevable. Et si on franchit ce seuil, il n'y a pas de plafonnement. C'est-à-dire qu'on réduit, il n'y a pas de plafonnement du plafonnement, si je puis dire. On réduit sans limite. Donc ça, c'est un dispositif qui, à mon avis, ne va pas concerner beaucoup de gens. Je vous en parle, mais on verra. Ce qui est plus important quand même, c'est les règles en matière, je finirai juste là-dessus, c'est d'une part la prise en compte du passif, les règles de prise en compte du passif qui ont changé. Hein, vous savez, l'ISF c'est un impôt patrimonial, on est imposé sur un patrimoine net, actif ou moins passif. Le passif c'est quoi? Ben, ce sont les dettes, les dettes que l'on a au 1er janvier 2013. Là, les règles ont changé, c'est-à-dire que désormais, on ne pourra plus déduire de sa base ISF que les actifs
que les passifs qui correspondent à un actif taxable. Je prends juste un exemple pour illustrer mon propos. Vous savez que la résidence principale est déclarable à l'ISF avec un abattement de 30%. Si j'ai souscrit un emprunt pour financer l'achat de ma résidence principale, je vais pouvoir le déclarer comme passif au 1er janvier, sur la base de ce qui me reste à rembourser, mais à hauteur simplement de 70%, puisqu'il y a 30% de la résidence principale qui échappe à un parallélisme des passifs. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est les modalités de déclaration. Bon, c'est important aussi. Vous savez que maintenant, les modalités de déclaration ont changé. Dans certains cas, on déclare avec son impôt sur le revenu, on fait une déclaration simplifiée. Dans certains cas, on fait une déclaration spécifique avant le 15 janvier. C'est une question d'importance du patrimoine. Là, il y a eu un petit coup de canif, puisqu'on a abaissé le seuil de déclenchement, je ne sais plus où c'est, à 2 570 000. C'est-à-dire que si votre patrimoine est inférieur à 2 570 000 au 1er janvier 2013, vous n'aurez pas de déclaration spécifique ISF à faire. En revanche, si votre patrimoine taxable franchit ce seuil, vous devrez faire la déclaration spécifique avec les annexes au 15 juin. Petite remarque au passage, l'administration fiscale, elle a de la mémoire, elle a des outils informatiques. C'est-à-dire que, évidemment, elle va comparer ce qui va être déclaré cette année par rapport à ce qui aurait été déclaré l'année dernière quand on avait des tranches à 0,25 ou à 0,50. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut nécessairement surestimer son patrimoine, mais il faut avoir ça à l'idée. Si son patrimoine a baissé, il faut le déclarer comme tel, mais il faut le faire en ayant des visions, parce que sinon, on risque d'avoir une vision globale avec une bonne méthodologie. Voilà. Et une logique, Une logique. Voilà, une logique. Voilà ce qu'on peut dire sur l'ISF. Juste pour terminer, il est 8h moins le quart, on a tous soif. Je voulais terminer sur une note un petit peu plus optimiste quand même, qui concerne les donations, cessions, ou les donations cessions, pas les apports cessions, mais surtout les donations cessions, parce que ça nous concerne tous. Il y a eu ce qu'on appelle la 3e loi de finances rectificative pour 2012, qui est une loi qui se donne pour objectif de lutter contre la fraude. Donc là, l'idée qui avait été prévue par le législateur, c'était de dire, dans certains cas, il y a des opérations de donation qui sont effectuées, en clair, quand vous donnez les titres, parce que ça ne concernait que les titres, à vos enfants. L'opération, elle est généralement fiscalement intéressante si elle est bien menée. C'est-à-dire que j'ai les titres sur lesquels j'ai de la plus-value importante, je donne ces titres, donc j'écrase la plus-value taxable, je ne suis pas taxé, c'est normal, puisque je ne vends pas, je m'appauvris. Donc c'est une vraie donation. Donc pas de taxation à mon niveau. Et puis, mon fils, ma fille, qui reçoit les titres, les cède dans la foulée, parce que, pour X ou Y raison, parce qu'il en a envie. Et comme on a un prix d'acquisition qui est généralement très près du prix de cession, on minore la plus-value taxable, et ce faisant, on fait une bonne opération fiscale. C'est ce type de dispositif que l'administration fiscale combat depuis de nombreuses années, par le biais notamment de ce qu'on appelle le fameux abus de droit. C'est une procédure très compliquée, y compris pour l'administration fiscale, dont les résultats d'ailleurs ne sont pas toujours très bons. Notamment dans ce cas-là. Parce que l'abus de droit, il faut démontrer qu'on a fait une opération uniquement dans le but de réduire l'impôt. C'est ça en gros, l'abus de droit. Et quand je reçois des titres, je suis propriétaire, je pourrais les vendre quand je veux. Donc quand il y a eu des contentieux auprès de l'administration fiscale, auprès des tribunaux sur ces sujets-là, l'administration fiscale a été très souvent déboutée. Donc, comme la notion d'abus de droit était très difficile à manipuler pour le fisc, ils se sont dit, c'est simple, on va faire passer dans une loi de finances rectificative un dispositif où on dira, à partir du moment où je donne et que celui qui reçoit, mon enfant, cède dans les 18 mois de la donation, on n'écrasera plus la plus-value, elle sera taxable en prenant en compte le prix de cession, mais plus le cours au jour de la donation, mais plutôt le cours auquel moi je les aurais achetés. Donc l'idée c'était de dire il faut attendre 18 mois pour céder les titres, pour pouvoir bénéficier d'une fiscalité intéressante. Ce dispositif-là a été écarté par le Conseil constitutionnel dans une décision très importante, rendue dans les tout derniers jours de décembre. Donc conclusion, ça veut dire qu'on peut toujours donner à
à nos enfants des titres pour écraser nos plus-values, et ces enfants peuvent céder ces titres comme ils le veulent, quand ils l'entendent. A priori, les velléités de l'administration fiscale sont, sont sans effet, à la condition toutefois que l'on soit véritablement dans une véritable donation. C'est-à-dire que j'ai vraiment donné, et que d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver, je me réapproprie le produit de la vente. Ça, c'est à éviter. Pardon ? Donc c'est la mandataire. Oui, mais devant le notaire, on peut aussi avoir une Non, donation déguisée. Non, ça peut. Non, mais il y avait des dispositions, si vous voulez, des conditions liées à la donation tellement importantes qui faisaient que, par exemple, en tant que donateur, j'arrivais à récupérer le prix de la vente. C'est arrivé, vous avez des donations avec des charges très importantes, ou via des sociétés civiles, des montages avec des sociétés civiles très compliqués, qui arrivaient à faire en sorte que le donateur récupérait le prix. Bon. Ça, évidemment, c'est à proscrire. Pour qu'il y ait donation, il faut que je me dessaisisse complètement. Mais dès lors qu'il y a une transmission réelle de bonne foi des titres, un appauvrissement, on n'est pas dans l'abus de droit et on peut continuer à faire ce genre d'opération, à la fois sur le plan fiscal, sur le plan familial aussi. On est dans l'enveloppe globale de 100 000 € pour les 15 ans. Voilà, absolument, ça c'est sur les droits d'enregistrement, effectivement. Et si on met une clause de retour en cas de décès, est-ce que ça peut être considéré comme... Non, parce que c'est soumis à une condition qui est une condition de décès. Que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne maîtrisez pas, absolument, c'est exactement ça. L'idée c'est d'éviter ce qu'on appelle les opérations léonines, c'est-à-dire je le donne, mais sans vraiment donner. Comment se situe dans cette problématique les donations avec réserve d'usufruit? Ah ben la réserve d'usufruit, c'est tout à fait possible. La réserve d'usufruit, voire même de quasi-usufruit, ne pose pas de problème particulier parce que l'usufruitier, encore une fois, il ne peut pas faire ce qu'il veut du portefeuille de valeur mobilière. Non, mais justement, l'enfant, par exemple, qui est né propriétaire, en plein accord avec les parents, va céder et réinvestir, puisqu'il faut continuer. Je vois ce que vous voulez dire. Mais il y a l'absorption de la plus-value. Donc aujourd'hui... Je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une jurisprudence. Ça peut être déguisé. Non, je pense pas. Je pense que ça ne pose pas de problème. Si on regarde la jurisprudence antérieure à cette loi, ça ne pose pas de problème. Je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un démembrement classique, sur des valeurs mobilières, c'est l'usufruitier qui arbitre. Hein. C'est l'usufruitier qui arbitre. Il y a une jurisprudence essentielle de la Cour de casse qui dit, en l'absence de convention, l'usufruitier a la possibilité d'arbitrer. Donc, on aurait tendance à dire, mais après tout, c'est une façon de reprendre ce qu'on a donné à travers l'usufruit. Sauf que l'usufruitier ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit conserver la substance du portefeuille. C'est-à-dire qu'il doit réinvestir dans des titres qui, à terme, devront revenir en pleine propriété aux nus propriétaires. Donc, à mon sens, on n'est pas dans le même cas que j'évoquais. C'est-à-dire qu'on ne se réapproprie pas vraiment l'actif transmis. En matière de quasi-usufruit, c'est encore une notion différente. C'est l'idée que là, je donne la quasi-nue propriété, c'est un terme impropre d'ailleurs, le quasi-usufruit, je trouve. On a l'impression que c'est l'usufruit moins, mais c'est en fait l'usufruit plus. C'est-à-dire là, je donne la nue propriété et puis je fais ce que je veux en fait avec un quasi-usufruit. Je pourrais anéantir le portefeuille, sauf disposition spécifique, et reporter sur un bien. Je peux tout consommer, presque. Mais il y a quand même la créance de restitution qui revient. C'est-à-dire que le quasi-usufruit, c'est je fais ce que je veux de ce que je te donne, mais à mon décès, tu auras quand même, je dois te redonner le sourire. C'est soit te redonner le sourire. Le sourire. Ou le bien que je t'ai donné, ou, s'il n'existe pas, tu auras une créance de restitution sur la succession. Donc, là aussi, je pense qu'on est bien blindé. Encore une fois, on a la jurisprudence qui nous permet de dire ça. Mais c'est vrai qu'il faut éviter ces montages un peu compliqués qui aboutissent à jeter le trouble par le fait qu'on a une capacité de récupérer le produit de la vente, par exemple. Parce que dans l'usufruit, l'usufruit ne se réapproprie pas le produit de la vente.
La donation de cession est un dispositif. Il n'a que la possibilité d'arbitrer. Mais c'est on est bien dans un mécanisme où on peut absorber la plus-value pour qu'elle... Non, on donne une partie en plus, on donne une partie de votre propriété. On donne pas 100% de la valeur, puisque c'est une démembrement. On donne une partie de votre propriété. Dépend l'âge de... 669. Mais oui, la question pouvait se poser. Non, je pense pas que ce soit limite. Encore une fois, je pense pas que ce soit limite. Une donation des moments de propriété, ça se fait sans problème, et l'administration fiscale. Mais je comprends votre question. Pouvait se poser. Voilà. C'est le montage père qui a été encadré aussi. C'est un crédit. Je sais pas, j'ai peu d'informations sur le perle, sur ce sujet. On ne peut pas déduire les intérêts d'emprunt. Oui, voilà, c'est ça. Mais le montage c'est la personne qui fait ça à crédit, on peut plus mais sur l'opération en elle-même, c'est-à-dire le fait d'acheter le propriété. Il faut avoir le cash. La personne qui était à 1,3 million et qui ne voulait pas rentrer en ISF, qui faisait ça à crédit, aujourd'hui, comme ils ne peuvent plus enlever la base taxable sur le crédit, c'est généralement à peu près 20% de plus que le marché. Donc c'est quand même, on le voit sur les divorces, à chaque fois c'est retoqué. Hein. Le coût de perte est à peu près. On voit des choses. C'est vraiment le dossier le plus cher de la Terre. Ils ont profité de ce dispositif. Je suis d'accord avec vous. On voit maintenant de plus en plus de jurisprudence sur fin de l'année dernière. Il y a eu 47 dossiers quand même. Donc suite à des divorces systématiquement. Dans les premières années où les gens étaient obligés de revendre la nue propriété de père, alors qu'il y a d'autres opérateurs qui sont beaucoup plus performants que père, et qui, lors du divorce, bien évidemment, il y a eu la liquidation du patrimonial global, et là, les gens ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté 120, quelque chose qui valait 90, quoi. Et comme ils l'ont vendu rapidement, ils ne l'ont pas vendu 90, ils l'ont vendu plutôt 80. Ils l'ont vendu en mauvaise condition. Donc là, le CGP qui a vendu ça, il y a 2-3 CGP qui ont fait faillite l'année dernière à cause de père. Ah non, mais en fait, défaut de conseil. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous permet, en guise de conclusion très rapide, de dire que, bien évidemment, là on a vu l'aspect fiscal, c'est un aspect très important. Et ce que dit monsieur est essentiel. Dans un investissement, ce n'est pas l'aspect fiscal qu'il faut analyser d'abord, c'est les perspectives effectivement de valoriser son patrimoine, si elles existent. On est bien d'accord. D'aller dans le sens de ces objectifs. Là-dessus, on peut aller sur tout. Vous prenez, il y a 25% des lois celliers qui sont problématiques aujourd'hui. Voilà. En matière immobilière, c'est le lieu où c'est l'emplacement. C'est ça qui est essentiel. Parce que si, comme vous dites, l'emplacement et la qualité. Et là, sur Perle, la qualité y est, mais il y a des dossiers où s'il n'y a même pas la qualité, vous n'avez pas l'emplacement, ça vaut effectivement. Parce que sur le cellier, le problème c'est que si vous n'avez pas à louer, par exemple, sur le Duflo, ce sera pareil. Si vous n'avez pas à louer, non seulement vous perdez de l'argent, c'est quand même pas le but, mais en plus l'administration fiscale vient frapper à votre porte en disant attendez, c'était pas le marché. Moi je vous ai donné l'État vous a octroyé des réductions d'impôts, mais le deal c'est que vous devez louer à quelqu'un. C'est de faire du logement pour les personnes. Si vous ne le faites pas. Ah oui, ça c'est lié dans les missions. Est-ce que vous avez des questions spécifiques qui pourraient intéresser un petit peu tout le monde en plus moi j'avais deux questions. Vous n'avez pas parlé du pacte du trade dans le cadre d'un démembrement, ni des clauses tontinières. Oui. Ouais. Mais c'était pas d'actualité, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est des choses qu'on peut toujours mettre en place? Oui. Et complètement hors fiscalité ou pas? Il n'y a pas eu de modification sur le pacte du trade dans la loi de finances 2013. D'accord. Il n'y a pas eu de changement. Attention, le pacte du trade, c'est pas la totalité, c'est à hauteur de 75%. Oui, mais des fois, vous pouvez faire une donation de part, vous donnez la nue propriété dans le cadre d'un pacte du trade avec une clause de tontine et retour d'usufruit en cas de décès du bénéficiaire, par exemple, un accident de moto, par exemple, et là, vous bordez quand même sacrément le truc. Oui, non, mais ça, c'est sur un cas spécifique, on ne peut pas expliquer ça. Le pacte du trade n'a pas été... C'est important ce que vous dites, parce que vous parlez des logiques qui sous-tendent la loi de finances. On l'a vu, taxation des revenus du patrimoine, comme les revenus du travail.
on a plutôt tapé sur les hauts revenus. Bon, même si tout le monde est un peu assaisonné au passage. Hein, et troisième point, tout ce qui est lié au PME, au compte faire, on n'y a pas touché. Voilà. Donc toute la réglementation qui concerne le pacte du travail, que vous connaissez, n'a pas été impactée par la loi de finances. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on en a pas parlé. Les réductions IR et ISF en matière de PME n'ont pas été non plus touchées par... C'est aussi une option d'investissement d'ailleurs. Tout à fait. Oui, avec des risques. Ouais. Mais bon, la réduction d'impôt est comprise dans le risque. Mais oui, monsieur. Dans les 2000 € d'intérêt, oui. est-ce qu'on compte les intérêts de ce qui est par le logement? Pelle de plus de 12 ans, quand ça redevient taxable. Ça redevient taxable. Ouais. Et vous avez raison, monsieur. On pourrait avoir un exemplaire de... Oui, bien sûr, Nicolas se fera un plaisir. On vous les envoie demain, après-demain. Voilà, tous les présents qui étaient dans la salle. Je vais juste faire la clôture. Je vous remercie Merci à vous. beaucoup, comme chaque année, de votre présence, de ce partenariat depuis 10 ans pour faire des comptes PEA et des comptes titres. Et plus de comptes titres, que des PEA maintenant. Si, si. Mais on peut arriver au bout du PEA, hein, on peut arriver au bout de 2 PEA quand on est marié. Oui, donc oui. Après, il y a le droit qu'un PEA par personne, je vous le rappelle. Voilà, alors, et quand le PEA est plein, les contrats de capi sont effectivement excellents. Il y a d'excellents soucis, je fais un petit peu de pub. Il y a 2 choses sur lesquelles, mais j'ai pas pris mes lunettes, j'arrive à écrire. Effectivement, les déductions, mais ça depuis 1 an, on en parle un petit peu dans nos lettres. Effectivement, d'arriver non plus de travailler sur les réductions d'impôts, mais de travailler effectivement sur les déductions des produits de droit commun, d'essayer de le faire de plus en plus et d'aller chercher les produits de capi, on en a parlé largement. Et vous avez dit Père Madelin, que Madelin était super tout à l'heure. Vous avez dit ça? C'est un grand fan du Madelin. Ouais. Effectivement, le salarié n'a pas le droit au Madelin, mais par contre, le TNS a le droit au PERP et au Madelin. Tout à fait. D'accord. Alors attention, parce qu'il y a une catégorisation des plafonnements là. C'est le Madelin qui passe en premier. Après, ce qu'on n'a pas pris sur le Madelin dans le plafonnement, c'est sur le PERP et après sur le 3e étage. Mais pourquoi? Je peux dire pourquoi. Pourquoi? Parce que ça permet plus de déduction encore. Oui, on a le double plafond de 15% supplémentaire. 10 et 15% dans la limite de 8 plafonds sécu. Mais donc là, si on reste dans le plafond du premier du 10, ah oui. Le PERP reste un excellent tout à fait. Mieux que le Madelin dans ce cas-là. Mieux que le Madelin, et je vais rebondir là-dessus, parce que le PERP, donc monsieur a parlé de la possibilité de 20% de sortie en capital, et il existe même un PERP qu'on distribue, qui offre la possibilité d'une rente majorée, et sur les 5 premières années, vous sortez 30% supplémentaire du capital. Tout à fait. Voilà, donc vous pouvez récupérer en 5 ans 30% du capital de votre PERP. Donc ça c'est pas trop mal, et puis il faut effectivement prévoir sa retraite, parce que quand on voit ce que vous encore, mais et puis ces produits en fait c'est se faire une rente viagère sur le dos du fisc. Voilà, et sur le dos du sur fisc. les rentes viagères, ça c'est bien. Donc ce produit-là en plus n'a pas de frais d'arrérage sur la rente. Et l'autre avantage, ne pas oublier pour les chefs d'entreprise le PERCO, qui reste un des plus beaux outils via l'abondement, via l'intéressement et les participations, parce que les sorties en capital et sorties en rente possibles sur le PERCO. Voilà. Tout à fait. Mais dans ma logique de déduction au maximum, le Madelin est mieux. Le Madelin est plus efficace. Voilà. Juste un point. On est plutôt bien informé chez Arobase Finance sur les nouvelles lois. On est aidé de personnes comme Claude, de juristes aussi dans des compagnies d'assurance vie et ainsi de suite. On n'a pas toujours la réponse et des fois un peu on oublie. On ne va pas vous répondre tout de suite. Vous laissez-nous un peu de temps si vous avez des questions pointues, parce qu'on ne veut surtout pas faire de fautes. Aujourd'hui, le défaut de conseil ou le risque qu'on prend à vous écrire quelque chose, il peut être super important. Et comme vous savez qu'on diffuse beaucoup, on vous a connu beaucoup par Internet,
Et donc, on n'est pas forcément toujours courant de toutes vos situations et de votre nourrice et de votre femme de ménage, du gardiennage, de la chaudière que vous venez de changer. Donc, tenez-nous au courant sur ce plafond de 10 000 € parce que ça va être atteint super rapidement. Et donc, il faut faire attention. Alors, on met en place, nous, des procédures chez nous. Quand vous souscrivez un produit, on va vous envoyer un mail avec une confirmation de la réduction qui est faite, du cumul de l'année, dans l'année de ce que vous avez fait avec nous. On vous rappelle les lois, les règles sur ce mail de confirmation. Donc, le mail de confirmation, il y avait 3 lignes avant. Aujourd'hui, il fait 2 pages. Mais en faisant ces 2 pages-là, le problème c'est que je me dédouane de ma responsabilité sur le conseil. Donc c'est vous, suivez bien et soyez bien en adéquation avec nous là-dessus. Donc privilégier, ce qui veut dire, et pourquoi on fait ça, c'est privilégier évidemment Arobase Finance pour souscrire les produits, parce qu'on a fait des procédures en interne pour bien souscrire chez nous et on n'est pas au courant des produits que vous avez fait à la concurrence. Donc continuez chez nous. On vous remercie, on vous offre une coupette de champagne, quelques cacahuètes, avec plaisir. Merci Nicolas, merci. Et on est là à votre disposition. Merci à vous. Merci. Quand vous parlez de 10 000 €, ça c'est l'éternel problème entre 2013